Dans les mangas et les animés, on est beaucoup à aimer les personnages surpuissants, mais il arrive fréquemment qu'on idolâtre un personnage, alors qu'en vrai, il est pas si fou que ça. Il est temps de voir 6 personnages surestimés des mangas animés. Et avant de commencer, sache que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. Actuellement, il y a Resident Evil Requiem qui est en précommande, et si vous souhaitez des jeux de ouf, il y a Clair Obscur Expedition 33 qui est incroyable. En plus, il y a pas mal de jeux adaptés d'animés, comme Dragon Ball FighterZ, Kakarot, ou encore Sparking Zero. Et sinon, t'as les Ultimate Ninja Storm pour Naruto. Et il y a également un concours pour gagner le jeu de votre choix, comme tous les mois sur la chaîne. Alors n'hésite pas à participer au concours, bonne chance à toi, et encore merci à Instant Gaming pour leur soutien. Comment ne pas parler de Rengoku, l'un des personnages les plus appréciés de Demon Slayer. En même temps, ça se comprend. Le gars est charismatique, très stylé avec son chara design, et il nous a donné l'un des meilleurs combats de l'anime contre Akaza. Et mine de rien, sa mort est assez marquante, et a eu un grand impact dans l'œuvre. Mais du coup, pourquoi est-ce que je dis qu'il est surestimé? Eh bien pour une raison assez simple, il a eu beaucoup trop de buzz. Mais en même temps, c'est normal. Il a eu un combat hyper impressionnant, et franchement, l'animation avec les flammes, c'était magnifique. Et surtout, c'est le premier pilier qu'on voit véritablement se battre. Avant, on avait vu Gyo et Shinobu, mais ils étaient pas hyper impactants, puisqu'ils ont juste one-shot leur adversaire, qui honnêtement n'était pas hyper puissant. Rengoku en revanche, a affronté la 3ème lune supérieure, et a failli le tuer. Et honnêtement, c'est pas rien, puisqu'Akaza est le 4ème personnage le plus puissant de l'œuvre. Du coup, à cause de ça, beaucoup de gens pensent que le pilier de la flamme est l'un des meilleurs profondeurs. Bon, je vais pas faire l'affront de dire que le personnage, il est nul quoi, mais je pense qu'il est vraiment surestimé. Bon déjà, pour beaucoup de gens, le fait qu'Akaza lui propose de devenir un démon, ça montre qu'il est exceptionnel parmi les profondeurs. Sauf que le souci, c'est qu'il propose les mêmes choses avec tous les piliers qu'il croise. Ensuite, pas mal de gens pensent qu'il est ultra chaud, vu qu'il tient tête à Akaza pendant pas mal de temps, alors que Tanjiro et Giyu, avec la marque, ils galèrent face à lui. Vu comme ça, on pourrait penser que c'est vrai. Mais en vrai, je pense que vous avez loupé pas mal de détails. Déjà, Akaza voulait vraiment convertir Rengoku en démon, il ne faisait que de parler et n'était vraiment pas inquiété. En plus, vu qu'il n'avait jamais croisé de pilier de la flamme, il voulait voir toutes ses techniques et lui laisser suffisamment de répit pour respirer. En revanche, il était beaucoup moins patient contre Tanjiro et Giyu, puisqu'il n'était pas du tout d'accord avec le premier qui voulait juste fumer, et il voulait juste voir les nouvelles techniques qu'avait à proposer Giyu, puisqu'Akaza croisait pas mal de piliers de l'eau. Vous me direz qu'il a pas la marque, mais est-ce qu'il aurait pu vraiment la débloquer? Akaza a bien dit que Rengoku n'aurait pas pu devenir encore plus fort. Après, est-ce que la 3ème lune représente la parole de l'auteur? Je sais pas. Et enfin, je suis désolé de vous le dire, mais lors du film Le Train de l'Infini, pendant tout le combat, Akaza il joue avec Rengoku. Je sais que ça a l'air plutôt serré, surtout aux yeux des deux noobs, mais en vrai pas du tout. Akaza n'a jamais sorti sa meilleure technique face à lui, et dès qu'il est sérieux 2 secondes, il y a plus de Rengoku. Si Rengoku a autant de buzz, c'est vraiment grâce à l'anime. Dans le manga, il se fait exploser en 2 chapitres. Dès la fin du premier chapitre, il pisse le sang, et dans le deuxième, c'est un donut. Le film lui a donné pas mal de buzz, il a eu le droit à un combat hyper impressionnant avec une musique et des animations de folie, sauf qu'en vrai, il y a pas mal d'ajouts pour que ce soit un combat vraiment captivant. Après tout, c'est le climax du film, et sans ça, on ne se souviendrait pas du Train de l'Infini. Bref, Rengoku n'est pas le pilier le plus puissant, vu que ce titre vient à Gyomei, et si je devais classer avant que les autres n'aient la marque, il serait sans doute 4ème ou 5ème. Je pense qu'on s'est tous demandé quelle est la vraie force de Broly. C'est un personnage qui fascine, il a un design de fou, une transformation unique avec le Super Saiyan légendaire, et il était vraiment beaucoup trop puissant dans les 2 films. Dans le premier, le gars a juste affronté toute la Z-Team, et il les a massacrés. Vegeta, quand il le voit, il a peur. Genre, on parle de Vegeta, hein. Le mec a plus de fierté en tant que guerrier, il se chie dessus. C'était une domination totale. Il a perdu uniquement parce que les Z-Warriors avaient donné leur énergie à Goku, et parce que ce dernier a mis une gigapata sur son point faible. Broly, ne pouvant retenir sa puissance, a explosé. Et dans Rivaux Dangereux, il défonce Gohan en Super Saiyan 2, et aurait gagné contre le Kamehameha familial si Trunks ne l'avait pas déconcentré. Si on rajoute à ça que dans les cinématiques des jeux vidéo, il affronte Gogeta qui est le perso le plus puissant de Dragon Ball Z, on peut se dire qu'il est du même niveau que lui, et qu'au vu de sa puissance qui augmente continuellement, il aurait une puissance infinie. Et enfin, avec l'arrivée des nouveaux films Dragon Ball, avec Battle of Gods et Fukasu no F, beaucoup ont théorisé que Broly était un Super Saiyan God. Et le premier truc auquel je pense, c'est la célèbre vidéo de gars qui parodie la vraie puissance de Broly, où il disait que le personnage était un Super Saiyan God. D'ailleurs, la phrase Broly se retient est devenue en même. Bon, en soi, c'est pas possible avec le film DBS qui nous donne sa propre version du personnage, et de toute façon, les films ne sont pas canons. Mais du coup, pourquoi est-ce que je dis que le personnage est surestimé? Eh bien, pour pas mal de raisons. Déjà, beaucoup de gens pensent que sa puissance augmente à l'infini. Alors oui, elle augmente continuellement, mais il est obligé de la relâcher vu que son corps n'arrive pas à contenir toute cette puissance. C'est pour ça qu'il explose quand Goku arrive enfin à le blesser. Ensuite, je dirais que ça vient de Dragon Ball Multiverse, qui est un fan manga extrêmement populaire et traduit dans plein de langues. Sauf que bon, c'est dit dans la FAQ que le Broly, sa transformation légendaire, elle était interne à Multiverse. Lui, il augmente bien sa puissance à chaque seconde jusqu'à l'infini, et dans cette forme,
il est invulnérable et on ne peut pas le repousser. Dans son univers, il a survécu au Kamehameha familial, il est revenu sur Terre, et il était de loin supérieur à Goku et Gohan en Super Saiyan 3 et en forme mystique. Et dans le tournoi, il fait même jeu égal avec Végéto en Super Saiyan 2, qui n'avait pas d'autre choix que de se transformer en Super Saiyan 3 pour le repousser et l'envoyer dans l'espace. C'est sans aucun doute le personnage le plus impressionnant du webcomics, donc bon, il peut pas vraiment augmenter sa puissance à l'infini comme Hulk. Ensuite, je dirais que c'est compliqué d'estimer sa puissance, puisque Broly surclasse ses adversaires. Même si on n'a aucun indicateur de sa puissance totale dans les films, on sait qu'il est supérieur à Gohan en Super Saiyan 2. Le seul truc qui me fait dire que le Super Saiyan légendaire n'est pas un niveau démesuré par rapport au personnage de la fin de l'arc-bout, c'est la fin du 10ème film, où Kaio prévient que Broly cause encore des problèmes en enfer, et Goku, quand il apprend ça, il est même pas inquiété ou excité de l'affronter. Non, il s'en fout, il préfère limite finir son repas. Ensuite, on a les jeux vidéo, il y a un peu tout et n'importe quoi, comme dans les Budokai Tenkaichi, où on nous montre que les personnages ayant une puissance similaire ou supérieure à Goku en Super Saiyan 3 peuvent briser la super armure de Broly, alors qu'avec les autres persos, c'est plus difficile. Après, concernant le fait qu'ils sont même level que Gogeta, en vrai de vrai, vous oubliez le reste de la cinématique. Mais si on regarde bien, Broly se fait éclater en 5 secondes. Et si on check leur niveau de puissance dans le jeu d'après le V-Jump, on peut voir quand même qu'il y a une grosse différence de niveau. Même si à mon sens, les stats sont un peu what the fuck. Genre Broly, il est juste 10 fois plus fort que Goku de Namek. Enfin bon, c'est un peu le fouillis, mais la réponse définitive à sa puissance se retrouve dans les dires des producteurs des films. Selon eux, à chaque nouveau film, le méchant suivant est plus puissant que le précédent. Exception faite au dernier film DBZ, puisque dans le propre site de la Toei, on nous disait que si Delgan était capable de faire jeu égal avec Goku en Super Saiyan 3, Janemba l'a battu à plat de couture, faisant que Janemba est le méchant le plus puissant des films. En numéro 2, on aurait donc Idolgan, et enfin le Broly du 10ème film. Ce qui veut dire que Broly est inférieur à Goku en Super Saiyan 3. Mais bon, soyez pas trop frustrés, vu que le personnage apparaît dans plein de projets, il a plein de nouvelles transformations, comme le Super Saiyan 3 ou encore Super Saiyan 4. Donc bon, Broly peut vraiment être plus fort en fonction des projets et du fanservice. Juste, celui de base n'est pas aussi fort qu'on le pense. Blue Lock, c'est clairement le manga de sport qui a tout cassé. Et ce, grâce à son style de dessin incroyable, son concept original, et bien sûr ses personnages charismatiques. Mais ça mène aussi à en avoir certains qui sont trop surestimés par la communauté. Et le meilleur exemple de ça, c'est Shido Ryusei, considéré par pas mal de lecteurs comme le meilleur attaquant du Blue Lock. Alors, même s'il est très bon, il amène avec lui plein de problèmes de contraintes qui le rendent pas si intéressant que ça, mais dans une équipe. Bon, déjà on apprend dans un databooks que Shido n'a jamais joué en club avant. Donc déjà, je me demande comment le Blue Lock a repéré ce potentiel. Et ça prouve qu'il a un énorme manque d'expérience. Mais bon, peut-être que c'est un génie ? On sait pas. Il est introduit lors de la seconde sélection du Blue Lock, étant en binôme avec Igagori, le pire joueur de la première équipe de Izagi. Et il est d'ailleurs en train de le maltraiter. Alors ok, il a quelques accomplissements stylés, il a 1v2 Kunigami et Reo, oui, parce que son partenaire, il sert à rien. Il a été un des deux seuls joueurs capables de marquer un but contre les pros. Il a marqué de jolis buts dans la présélection contre les U20 du Japon. Dans ce même match, il était contre le Blue Lock, et dans l'équipe U20, il a marqué 2 buts plutôt impressionnants. Et dans la Neo Egoist League, ses accomplissements lui ont permis d'avoir la 3ème meilleure prime. Présenté comme ça, on peut dire que c'est stylé, qu'il est giga chaud, mais en fait, le joueur il a plein de contraintes. Déjà, faut pas oublier qu'il n'a pas été choisi par Jinpachi Ego pour affronter les U20, car l'intégrer dans l'équipe impliquait trop de compromis, et du coup, ça n'aura pas été rentable. Ensuite, les jolis buts qu'il a marqués dans le match U20, ou encore contre le Bayern, bah il était dans les deux cas accompagné d'excellents milieux défensifs, qui l'ont fait une passe décisive. En vrai, c'était plus ça et Charles les stars de l'action. Et depuis le dernier but dans le match PXG contre Bayern, c'est le néant ce perso. Quelques passes, mais sinon il a disparu des radars. Même dans le match actuellement contre le Nigeria, il joue pas. De par sa façon de jouer et son caractère, il est quasiment impossible à intégrer dans une équipe, excepté si cette dernière est totalement axée autour de lui. Genre les U20, c'était une équipe majoritairement composée de défenseurs, ainsi que de Saitoshi qui utilisait des joueurs comme Shido pour qu'il marque les buts grâce à ses passes goldées. Il joue tellement comme un fada que Ego dit qu'il a fait un 1 contre 21. Mais dans une équipe comme celle du Blue Lock, qui est majoritairement composée d'attaquants, dont certains comme Rinobaru qui en égo surdimensionné, intégrer Shido à cette équipe créerait surtout des conflits internes. Et c'est plus intéressant de prendre d'autres joueurs, qui sont peut-être moins explosifs, mais qui savent utiliser leur équipe pour briller. De plus, comme on l'a vu, Shido a souvent besoin d'un milieu de terrain efficace pouvant lui faire des passes décisives. Si le football c'était du 1v1, il y a moyen que Shido soit le meilleur joueur, mais en l'occurrence, dans une équipe de 11, c'est vraiment pas le plus intéressant. Un peu à la manière de Jojo, Yu-Gi-Oh est une saga qui se divise au travers de plusieurs séries. Même si la série originale avec Yu-Gi reste la plus iconique, la seconde aussi a marqué une génération. Que ça soit au travers de son générique français exceptionnel, son concept d'école de duel qu'on était nombreux à vouloir intégrer, ou bien sûr son protagoniste très charismatique, mais aussi très surestimé, j'ai nommé Jaden Yuki. Alors ne pensez pas que je déteste, j'aime bien le perso, et je surkiffe ses différents archétypes. En tout cas, je vous le dis,
Mais c'est vraiment GX qui m'a mis dans Yu-Gi-Oh! Je joue héros et je collectionne vraiment ces cartes. Que ce soit les héros élémentaires, les néospatiens, ou encore les héros du mal. Et vraiment, ça coûte une blinde. Mais avant de voir pourquoi le perso est pas si fou, faut que je vous refasse un petit résumé de son palmarès. À part Zane, il a battu en duel quasiment toute l'académie. Il a vaincu les 7 cavaliers de l'ombre, ainsi que leur leader qui jouait les bêtes sacrées, qui sont un petit peu l'équivalent des dieux égyptiens de GX. Il a vaincu Sartorius et Sasek dans la saison 2, et a voyagé dans les dimensions pour vaincre son ancienne carte préférée, Yubel, qui utilise également les bêtes sacrées. Et enfin, dans la dernière saison qui n'est jamais sortie chez nous, il a vaincu Darkness, le dieu du monde des ténèbres de Yu-Gi-Oh! GX. Et il a fait un duel de ouf contre Yugi, même si, bon, on connaît pas vraiment le vainqueur. On peut également dire qu'il a vaincu Paradox, une menace extratemporelle aux côtés de Yugi et Yusei. Certes, il a un beau palmarès, mais faut voir plus loin que ça. Déjà, même si Jaden est le protagoniste qui a le plus grand nombre de victoires des séries Yu-Gi-Oh!, ce qui semble être très impressionnant quand même, bah en vrai, c'est aussi le dueliste qui a affronté le plus d'adversaires random au cours d'épisodes, qui ressemblent presque à des fillers. Sérieux? Il y a plein de duellistes avec zéro charisme que Jaden bat dans l'épisode du jour, et qui ne réapparaissent jamais par la suite. Genre, un joueur de tennis, un voleur de sandwich, un espèce de somnambule qui joue moqué-moqué, le pire deck de l'histoire, ou encore un Saint Cyborg. Ok, il a vaincu beaucoup d'adversaires, mais sérieusement, la Duel Academy est censée être l'école où il y a les meilleurs joueurs. Et ils sont tous nuls. L'un des seuls qui a un vrai deck, c'est Zane Trustdale avec ses cyberdragons. Il ne l'a jamais vaincu, le meilleur résultat qu'il a fait contre lui, c'est une égalité. Donc forcément, s'il affronte des mecs nazes, son deck a l'air fort, alors qu'en vrai il est nul. Pour l'avoir joué dans des jeux vidéo de l'époque, Spirit Caller ou encore Tag Force, et bien sûr à l'école, je me faisais défoncer. Alors ok. Contrairement à Yugi, Jaden a un deck qui semble bien se synergiser. S'il fusionne ses monstres élémentaires, il peut en sortir un monstre plus puissant. Sauf que dans les faits, ces monstres héros sont des monstres normales, sans effet, et qui n'ont pas une attaque de fou. Et ok, l'homme oiseau de feu est hyper stylé. Franchement, il a un flow de dingue avec le graciel et tout, mais il demande beaucoup d'investissement pour invoquer un monstre qui est pas très fort. Ensuite, pour l'époque, c'était vraiment très compliqué d'invoquer un monstre précis. Sans la chatte de Jaden, vous n'arriverez jamais à faire de fusion. Pour l'avoir vécu, soit vous n'aurez pas la polymérisation, soit il vous manquera un matériel, ou alors vous n'aurez pas ce que vous voulez. Puis en vrai, ça demande tellement de ressources que Jaden sera à chaque fois le même combo pour vaincre ses adversaires. Il pioche systématiquement Bubbleman qui a un effet, ou, si un terrain vide, il peut piocher 2 cartes en l'invoquant. Et il pioche à chaque fois Pot de Cupidité, qui lui permet d'en piocher 2. Donc bon, pour gagner, il a besoin d'une carte bannie, et concernant Bubbleman, il est bien plus puissant dans sa version animée que celle qu'on a en vrai. Le problème de son deck, c'est qu'il demande trop de ressources, et la plupart de ses cartes sont très situationnelles. Mais vous allez me dire qu'au pire, ça, c'est que la saison 1, mais qui va s'améliorer avec son Ace Monster dans la saison 2, avec Neos. Pour rappel, après sa défaite contre Aster, un gars qui joue des héros d'ailleurs bien plus puissants, Jaden est incapable de voir ses cartes. Il est donc forcé de changer de deck. Et il obtient donc celui de Neos avec les Néospatiens. Et honnêtement, il est encore pire que son précédent. Vraiment, les monstres n'ont aucune synergie entre eux, ils ont encore moins d'attaque que les vieux Avian et Burstinatrix. Ok, ils ont des effets, mais c'est vraiment de la merde. Vraiment, quand j'ai joué, je me faisais encore plus défoncer. Les trucs, c'était des chips. Et j'étais bien traumatisé quand mes potes jouaient loup de guerre génoperverti qui avait 2000 points d'attaque. Et le pire, c'est que les fusions sont encore plus galères à invoquer, puisque Neos fusionne en contact fusion. Donc, il faut les 2 matériels sur le terrain. Et avec un monstre niveau 7 qui demande 2 sacrifices, c'est vraiment la galère. En plus, chaque fusion est vraiment très nulle. Et à la fin de ton tour, elle retourne dans l'extra deck et te laisse à poil. Vraiment, c'est un miracle que Jaden arrive autant à gagner avec un deck aussi catastrophique. Je pense que même Konami est au courant, puisqu'aujourd'hui, Neos ne se joue même plus avec les Néospatiens, mais avec l'archétype héros, qui est d'ailleurs un deck plutôt correct et qui est très populaire et a souvent du support qui regroupe également les héros de la destinée, du mal, ou encore les héros masqués qui sont présents que dans le manga. En vrai, je pense que c'est surtout par nostalgie que beaucoup pensent que Jaden est fort, mais si on le compare aux autres protagonistes de Yu-Gi-Oh!, il est clairement moins impressionnant. Et si je fais un top des protagonistes un jour, il serait très clairement dans la moitié basse. Normalement, quand on est fan de Senseiya, on a toujours tendance à dire que le chevalier d'or de notre signe du zodiaque est le plus fort. Et si avant on voulait nous faire croire qu'ils sont plus ou moins égaux avec le fameux combat de mi-jour, la vérité, c'est que c'était probablement pour vendre des jouets. Mais ça, c'était vraiment pour la partie de la bataille du sanctuaire, et on a bien vu qu'il y en a qui sont vraiment plus faibles, comme Aphrodite ou Masque de Mort lors de l'Arcades. Désolé si vous êtes poisson ou cancer, mais l'auteur ne nous a pas respecté. Mais s'il y a bien un nom en tête qui vient lorsqu'on parle des chevaliers d'or les plus puissants, c'est bien Chaka de la Vierge. Je veux dire que le gars il est tellement apprécié qu'un de mes potes, il était content d'avoir le signe astrologique de Vierge, alors que c'est pas le signe le plus stylé. Tiens d'ailleurs,
C'est quoi vos signes astrologiques? Personnellement, je suis de Balance, et Doko en jaune est plutôt stylé, donc en vrai ça va. Shaka est peut-être l'un des chevaliers d'or les plus appréciés. C'est déjà le premier qu'on voit en armure dans le manga face à Ikki qui l'a juste pulvérisé. Il a vaincu 3 des héros très facilement, et son combat contre le chevalier du phénix est l'un des meilleurs de tout l'anime. C'est peut-être l'un des chevaliers d'or les plus polyvalents. Il peut créer des illusions, fait de la télékinésie, est capable de se téléporter même depuis une autre dimension, et peut entre autres faire de la télépathie, et a déjà effacé des souvenirs de quelqu'un. Dites-vous que tout ça, ce n'est même pas des attaques nommées. Avec Kan, par exemple, il fait une barrière d'énergie presque infranchissable. Il peut être très offensif avec Tenma Kofuku, qui a one-shot 3 de nos héros, et a tué pas mal de spectres. Est capable de te téléporter dans 6 enfers possibles, et enfin la technique ultime de Shaka, c'est les trésors du ciel. S'il l'a fait, tu ne peux pas t'échapper. D'après Shaka, c'est une technique qui allie attaque et défense. Elle représente l'harmonie de l'univers et la vérité ultime de celui-ci. Et pour le coup, tu ne peux rien faire puisqu'il enlève tes 5 sens. Il peut le faire après avoir concentré son cosmos en se privant sa vue. Lorsqu'il ouvre les yeux, il relâche toute sa puissance. Et le moment qui a vraiment choqué tout le monde, c'est le combat Shaka versus Saga, Shura et Camus, où le chevalier de la Vierge affronte 3 chevaliers d'or renégats, et les 3 trades galèrent tellement qu'ils sont obligés d'utiliser l'Athéna exclamation. Une technique interdite parce que déloyale, puisque nécessitant 3 chevaliers, et ça relâche une énergie similaire au Big Bang. C'est pas étonnant que beaucoup considèrent que Shaka est le chevalier d'or le plus puissant, mais est-ce que c'est vrai pour autant? Je pense pas. Bon. Déjà, pas mal de gens s'imaginent ça à cause de l'anime qui a méga maxé le perso. Contre Shura et Camus, il les défonce sans pression avant de se faire attaquer par Saga. On pourrait penser qu'il est capable de gérer 2 chevaliers d'or plutôt tranquille, mais dans le manga, ça se passe pas comme ça. Dès que Camus intervient, il a le genou gelé. Ensuite, faut savoir un truc, c'est que les 3 chevaliers renégats se retiennent. En effet, même s'ils font croire qu'ils veulent tuer Athéna, c'est en fait des agents doubles. Ils souhaitent donner l'information à Athéna que son armure se retrouve dans la statue. En vrai de vrai, ils ont aucune envie de tuer Shaka ou tous les chevaliers d'or. Éliminer l'un des leurs donnera un avantage certain à Hades. C'est même pour ça qu'ils hésitent autant avant d'utiliser l'Athéna exclamation. Si vous ne me croyez pas, sachez que Camus utilise la poussière du diamant, qui est un peu son attaque de base, alors qu'il possède l'exécution de l'aurore, qui est vraiment beaucoup plus puissante. Et Saga attaque pas en même temps que ses camarades. D'ailleurs, il lui fait un Another Dimension, qui l'emmène dans une autre dimension, sauf que bon, on a déjà vu Shaka revenir d'un autre espace-temps après son combat contre Ikki. Si Saga le voulait vraiment, il aurait très bien pu l'atomiser avec sa technique ultime, l'explosion galactique. En soi, le combat, c'est un peu de mise en scène. Donc, très clairement, ils ne sont pas à pleine puissance. D'autant plus qu'ils portent les surplis d'Hadès. C'est pas aussi résistant qu'une armure d'or. Genre, vraiment, c'est l'armure made in China. Et enfin, si le trio a utilisé l'Athéna exclamation, c'est déjà parce que Shaka souhaitait mourir. Et surtout, ils ont pas le temps. Ils ont encore 4-5 heures de vie devant eux pour accomplir leur objectif. Ils auraient pu se prendre les trésors du ciel en totalité, et privés de leur sens, ils auraient été bien plus puissants comme l'a montré Ikki contre Shaka. Puisque, pour rappel, si on vous prive de vos sens, les autres sont décuplés, notamment le 7ème qui fait exploser votre cosmos. Sauf que le souci, c'est que privé de tous les sens, il n'aurait jamais pu faire la traversée complète des 12 maisons. Shaka est un top tiers, c'est indéniable, mais d'après ses dires, ses adversaires sont considérés comme les chevaliers les plus puissants. Shaka est peut-être considéré comme l'homme le plus proche de Dieu, même si à mon sens, c'est plus en termes de spiritualité. Saga est comparé à un dieu, et il est dit à de nombreuses fois par l'auteur que c'est le chevalier d'or le plus puissant. Quoi qu'il en soit, Shaka est l'un des personnages préférés des fans et de l'auteur. Il est même revenu dans Next Dimension depuis l'armure de Shun pour se battre contre l'un de ses prédécesseurs, et sa mort est vraiment impactante et spectaculaire, peut-être même un peu trop, et c'est pour ça qu'on le surestime. Alors lui, c'est très particulier. Tout le monde considère qu'il est plus fort que Yujiro, alors qu'en vrai, on n'en sait rien. Je comprends que c'est le daron de la créature la plus forte du monde, c'est un Hanma. En plus, il a le Demon Back, donc logiquement, il peut pas être nul. Ça, ok. Personnellement, quand j'avais fait ma tier list, je l'avais mis dans Inconnu tout en supposant qu'il était dans le S tier ou encore dans les plus forts. Mais bref, si beaucoup de gens pensent qu'il est le perso le plus fort du verse de Baki, c'est parce qu'il a défoncé une armée américaine à lui tout seul. Il a fait avec une seule technique, celle de la robe, où il chope un mec et s'en sert comme d'un nunchaku. C'est une technique que même Oliva, qui est méga costaud, ne peut pas faire. Ça demande énormément de dextérité. Seul Yujiro a pu la faire également. Sinon, on sait qu'il a survécu à un bombardement de plus de 1000 tonnes d'explosifs et a juste défoncé tous les soldats. Il est dit que c'était comme si un championnat martiaux se battait contre des enfants. Pour le reste, dans les spin-offs, on sait qu'il faisait des combats truqués où il s'est laissé vaincre, qu'il a rencontré Doppo à un moment donné et que ce dernier lui a cassé la mâchoire. Contrairement à Yujiro, qui veut montrer que c'est la créature la plus forte de la Terre, son père est humble et ne le montre pas. Il est plutôt chill et il est même content quand quelqu'un remarque sa force. En soi, ils sont vraiment différents. C'est peut-être parce qu'il n'a rien à prouver qu'on pense qu'il est plus fort que son fils. D'ailleurs, pas mal de personnes pensent que Yujiro a peur de son daron, notamment qu'on le voit. C'est donc pour ça que beaucoup de gens pensent que Yushiro est supérieur à son fils. Et vu que ce dernier est le top tier de son verse, il le place naturellement à la première place. Mais bon, je pense qu'il faut mettre les choses en ordre. Déjà, il a pas spécialement peur de son daron, juste il est surpris de le voir, parce qu'en fait, c'est un fantôme quoi. Le gars, il est censé être mort. Hein. Et oui,
Dominer les États-Unis, c'est très bien, mais en soi, Yujiro et Baki l'ont aussi fait en étant plus jeunes. Les 1000 tonnes d'explosifs, c'est très impressionnant, mais Yujiro a survécu à bien pire, puisqu'on lui a envoyé 11 000 tonnes. Oui, c'est énorme. Je pense que pas mal de gens oublient cette partie-là, puisqu'elle provient de la première partie du manga, et même si elle a été animée, elle reste bien moins populaire que la série Netflix. Mais bref, Yujiro aussi a dominé une armée américaine plus puissante à seulement 16 ans, alors que son daron, il était adulte. Pour moi, Yujiro est moins fort que son fils. Il est sous-entendu avec Baki que chaque génération suivante est plus forte que leur père. Et d'après le narrateur, qui est un petit peu omniscient, il est dit que Yujiro a éclipsé tous les combattants avant lui. Ce qui, logiquement, inclut son père. Donc voilà, je pense que vous maxez un poil trop Yujiro, sachant qu'en vrai, il a pas vraiment de fils. Le seul truc qu'on puisse prendre en compte, c'est que Doppo a pu lui briser la mâchoire, alors que lorsque ce dernier a affronté le fils, il n'a rien pu faire. Après, est-ce qu'on peut le prendre sérieusement en compte, alors que Yujiro a l'air de s'en battre les couilles? Je sais pas. Je pense que si autant de gens le mettent aussi haut alors qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il est plus fort que son fils, c'est parce qu'il est ultra musclé, qu'il est plutôt cool et mystérieux. Donc c'est logique que les gens spéculent sur lui. C'est un peu comme Dragon de One Piece. On sait rien de ses capacités, mais des gens pensent qu'il est d'un niveau empereur, voire même plus. Alors qu'en vrai, c'est que des suppositions. Enfin bref, j'espère que cette sélection vous aura plu. Je pense que le point commun avec tous ces persos, c'est qu'ils ont du flow et sont appréciés. N'hésitez pas à me dire quels autres personnages sont surestimés, et j'aimerais bien que vous me donniez des idées sur les personnages sous-estimés. Ça pourrait être vraiment intéressant. Allez, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, ciao!